de la Semaine nationale des pensions de famille, nous vous proposons de mettre un coup de projecteur sur ce dispositif qui est un axe fort du plan Logement d'abord depuis 2018, mais aussi sur les hôtes et les résidents de ces établissements encore mal connus. Alors, un point maintenant sur le déroulé. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Mon collègue Rémi Lardelier de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, celui-là même qui se trouve derrière à la modération, merci Rémi, qui fait donc partie de la DRETS Occitanie, va nous faire un rapide cadrage statistique à partir de l'exploitation des résultats de l'enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale, le SDS. Et j'échangerai ensuite avec Anita de Knuit. Elle est l'hôte responsable d'une pension de famille créée par le mouvement Habitat et Humanisme. Elle va nous partager le quotidien de son travail et de la vie dans sa structure. Nos échanges seront ponctués d'extraits sonores. Ce sont des enregistrements qui ont été réalisés en studio par les résidents et qui font suite à un atelier d'écriture organisé avec eux, dans lesquels ils se racontent par différents procédés stylistiques qui nous donnent à voir leur vécu, leur ressenti et pour certains leur parcours de vie. Donc nos échanges seront ponctués de 4 petits extraits de cet atelier d'écriture. Nous retrouvons donc Anita de Knuit dans une dizaine de minutes et pour commencer, j'invite donc Rémi à me rejoindre pour nous parler du dispositif. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Rémi Lardelier, je suis statisticien au service statistique de la DRES, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et là, l'idée, c'était de vous présenter quelques résultats qu'on avait produits lors de la précédente Semaine nationale des pensions de famille, donc à l'automne 2023. Donc quelques résultats paraissent dans la même optique de mieux connaître le public qui réside en pension de famille. Donc voilà, c'est cette infographie que je vais vous présenter. Donc comme l'a dit Hélène, donc la source statistique qui est utilisée pour mieux connaître les résidents des pensions de famille, c'est l'enquête ESDS, donc l'enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale. Donc c'est une enquête statistique qui est réalisée par le service statistique de la santé et des affaires sociales, l'adresse, et qui a lieu tous les 4 ans et qui interroge de manière exhaustive un grand nombre de catégories de structures sociales, donc aussi bien d'hébergement d'urgence, d'accueil des demandeurs d'asile ou de logement accompagné, donc ce qui va être le cas aujourd'hui, puisque je vais vous parler uniquement du volet qui a été renseigné par les responsables des pensions de famille. Que dire d'autre sur la source? Dernière chose, c'est que donc cette enquête, elle a lieu tous les 4 ans et là, ce sont les données sur 2021 que je vais vous présenter. Donc les données sur les personnes hébergées au 31 janvier 2021 ou étant sorties des pensions de famille durant l'année 2020. Donc rapidement, pour celles et ceux qui connaîtraient mal les pensions de famille, donc les pensions de famille, ce sont des résidences sociales qui sont destinées à accueillir de manière durable des personnes qui sont en grande difficulté sociale et qui ne peuvent pas accéder directement à un logement ordinaire. Le fonctionnement, donc on y reviendra après avec Anita de Knuit, mais ce sont des structures avec des logements individuels, mais aussi des espaces collectifs qui sont animés par des hôtes responsables de la pension de famille. Voilà, et donc des structures qui sont ouvertes sur l'extérieur et qui cherchent à nouer des partenariats avec la vie locale. Voilà, donc très rapidement, pour ce que sont les pensions de famille. Alors si on en vient maintenant un peu plus aux chiffres qui sont l'objet de cette présentation. Donc en Occitanie, au 1er septembre 2023, on comptait 80 pensions de famille pour un total d'à peu près 1600 places. Donc l'enquête ESDS permet de connaître à grands traits les caractéristiques des personnes qui occupaient ces 1600 places. Donc comme on était en 2021, on était plutôt sur 1500 personnes, mais voilà, en gros, on a les principales caractéristiques démographiques et sociales de ces personnes. Donc la première idée à bien retenir, c'est que les pensions de famille permettent de loger un public qui est plus souvent masculin et âgé. Quand on regarde la pyramide des âges des résidents en janvier 2021,
On a 2 pensionnaires sur 3 qui étaient des hommes. 2 pensionnaires sur 3 aussi qui avaient plus de 50 ans. Donc on voit bien là que c'est un type de structure qui est vraiment spécifique, qui prend en tout cas en charge des personnes qui sont plus souvent seules, plus souvent âgées et de fait, comme les personnes sans domicile sont plus souvent, des hommes, plus souvent, masculines aussi. L'arrivée ensuite dans une pension de famille, donc dans cette enquête, on sait, quelle était la situation des personnes avant leur entrée dans la pension de famille. Donc ce qu'on voit, c'est que 60 des résidents, qui étaient en pension de famille en 2021 sont arrivés, à la suite d'un parcours au sein d'autres institutions, d'autres services sociaux. Donc 35 sortaient d'un hébergement d'urgence, donc soit un centre, de réinsertion, soit un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, soit un autre type, de centre. Et soit pour, les 25 restants, par une autre institution, donc un hôpital psychiatrique, dans de plus rares cas, l'aide sociale à l'enfance ou, d'autres institutions comme les centres pénitentiaires. Les 40 restants, arrivaient de situations plus diverses. Donc on a des personnes qui sortent directement, enfin qui arrivaient directement de leur logement personnel. Donc soit dans le cas de violences conjugales, de ruptures familiales, aussi de situations liées au logement lui-même, donc dans le cas d'insalubrité, de suroccupation ou d'expulsion locative. Et enfin, on avait 10 des personnes qui étaient, en situation de rue, juste avant d'entrer, en pension de famille. Alors ensuite, donc ce qu'on peut dire aussi sur le fonctionnement, donc on parle pour les pensions de famille, on parle de logement et non pas d'hébergement d'urgence. Et une des différences notamment, c'est que quand on est en pension de famille, quand on est en logement, on paye, un loyer. Donc là, en l'occurrence, les résidents s'acquittent d'une partie de leurs frais de logement, donc à travers une redevance qui inclut le loyer, les charges, les prestations. Et comme elles bénéficient aussi des aides personnalisées au logement, le reste à charge s'établit souvent entre 80 et 150 € par mois. Et donc ce coût, ils peuvent s'en acquitter parce qu'ils bénéficient de ressources, donc là, qu'on connaît encore, grâce à cette enquête, statistique. Donc ce qu'on sait, c'est qu'une grande partie bénéficie de minima sociaux ou de revenus de remplacement. On voit notamment qu'en 2021, 55 des résidents avaient pour principale ressource l'allocation aux adultes handicapés. On voit aussi 15 pour le revenu de solidarité active ou la prime d'activité. Et on note aussi quand même que 9 des résidents disposent de revenus d'activité. Ensuite, sur le côté durable et stable de la pension de famille par rapport aux autres solutions, notamment celle d'hébergement, ce qu'on voit quand on regarde les durées de résidence au 1er janvier 2021, on voit que plus de la moitié des personnes qui étaient en pension de famille étaient sur place depuis 3 ans, depuis au moins 3 ans. Donc ça, c'est un point important, donc ce côté stable de la pension de famille. Quand on compare par exemple aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc les CHRS, là, la durée médiane au début 2021, elle était d'un peu plus de 6 mois. Là, on est sur 3 ans, donc c'est vraiment pas le même horizon temporel, donc ce qui joue aussi beaucoup pour faciliter la réinsertion des personnes. Un point aussi quand même qui est à noter sur les durées de prise en charge qui peuvent être aussi courtes, c'est que les pensions de famille sont largement développées depuis 2017-2018 et donc on a aussi forcément par construction de plus en plus de personnes depuis cette période. On peut savoir aussi, donc là on regardait la situation avant l'entrée en pension de famille, on peut aussi voir dans cette enquête la situation des personnes qui sont sorties au cours de l'année 2020. Donc ce qu'on sait, c'est qu'en 2020, sur 100 personnes qui ont quitté une pension de famille en Occitanie, 60 ont pu accéder à un logement qu'on qualifie de logement ordinaire. Donc sur ces 60 en fait, il y en avait la moitié qui ont accédé à un logement du parc privé, 19 qui ont accédé à un logement du parc social et donc le reste, les 10 restants, un peu plus de 10 restants, ont accédé soit à un logement ordinaire, via l'intermédiaire d'un conjoint, de la famille ou d'amis, avec qui elles ont pu loger.
Les autres situations donc, sont des prises en charge dans des institutions, donc en établissement hospitalier ou en établissement pour personnes âgées. On a aussi, donc c'est une réalité aussi, 10% des personnes qui ont fini leur vie au sein d'une pension de famille. On retrouve ici le côté, le fait que les personnes sont plus souvent âgées. Et enfin, 5% des personnes qui ont changé de mode de prise en charge, donc dans la plupart des cas, qui ont changé de pension de famille, ou alors dans de très rares cas, qui sont allés sur une autre solution d'hébergement ou de logement adapté. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à très grands traits. Ça reste très fruste, ces quelques statistiques dont on dispose sur les pensions de famille, mais c'est à ce jour la seule source qui permet d'avoir un peu une vision sur ces structures et ces personnes. Et simplement pour dire que en Occitanie, l'objectif d'ici 2027, c'est d'avoir la création de 900 nouvelles places de pensions de famille. Voilà, et je vous diffuserai après par la suite d'autres références qui permettent d'avoir quelques informations aussi sur d'autres travaux qui ont été réalisés à l'échelle nationale. Merci. Merci Rémi pour ce cadrage. J'en profite pour signaler une remarque de Nadia Nussbaum qui nous dit donc je me permets de préciser que les pensions de famille constituent des logements et que les personnes peuvent y résider tant qu'elles veulent et qu'il n'y a aucune obligation de le quitter, contrairement aux CHRS qui sont des hébergements, donc à vocation à accompagner vers du logement ordinaire ou accompagné. Merci pour cette remarque complémentaire, Nadia. On va donc passer à la suite et je vais inviter maintenant Madame De Knuit à nous rejoindre. Elle va nous relater son expérience en tant qu'hôte responsable de la pension de famille Loup-Récantou, qui se trouve dans la petite ville de Marguerite, dans le Gard. Et avant cela, je vous propose un premier extrait sonore issu de l'atelier d'écriture. Dans cet extrait, J'habite à Marguerite, les résidents évoquent par un j'habite à les lieux qu'ils ont habités, voire même qu'ils les habitent. Nous allons revenir sur cet atelier d'écriture à la fin de notre échange. Ma maison rouge, au Portugal, en bord de mer. En Lorraine, dans un bidonville en France. Dans une petite maison en Picardie. J'habite une étable en Normandie. À Arles, dans un immeuble. Dans une tente à la plage au Sainte-Marie-de-la-Mer. Dans une caravane à Bellegarde. Dans la rue quand j'ai divorcé. Et un studio à Marguerite. En psychiatrie à Arles. En psychiatrie à Uzès. En psychiatrie à Carremo. En Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Abidjan, dans une maison en tôle. J'habite une grande demeure aérienne. J'habite dans un studio où je me sens libre et en sécurité. J'habite dans la joie et l'espérance. J'habite dans mon studio. J'habite tout seul avec maman dans un petit appartement. J'habite cet appartement. J'habite dans mon jardin secret et c'est moi qui reprends vie. J'habite dans un petit nid douillet. J'habite dans un sac à main, c'est le bazar. J'habite à Marguerite. Et voilà pour ce premier extrait. Bonjour Madame De Knuit, merci beaucoup. Bonjour. Merci de nous accompagner sur la présentation donc, de ce dispositif et surtout de ces structures, les pensions de famille. Alors, je vous invite pour commencer à nous présenter la pension de famille que vous gérez. Oui, alors donc la pension de famille Loup-Récantou est gérée par l'association Habitat Humanisme Gard, hein, qui fête cette année ses 20 ans. Nous avons une implantation nationale, hein, puisque nous faisons partie d'une fédération, donc Habitat Humanisme, qui gère 56 pensions de famille en France. La pension Loup-Récantou, donc à Marguerite, une petite commune à 15 km de Nîmes environ, 8500 habitants. Nous sommes implantés depuis 2010 dans le centre-ville donc, de la commune.
Donc, nous avons sur le site 22 logements, 22 studios d'environ 20-25 mètres carrés qui nous permettent d'accueillir donc 22 personnes seules, puisque nous n'accueillons que des personnes seules isolées. Donc, des hommes, des femmes, avec une mixité de populations et de situations sociales diverses. L'idée de la pension de famille, c'était justement cette mixité d'avoir des personnes avec des parcours différents, des âges différents. Donc, on essaie de faire fonctionner tout ce petit monde ensemble. Donc, sur la structure, nous avons également des parties collectives. On a un salon, une tisanerie, une laverie et des espaces extérieurs. Vous êtes hôte responsable de cette pension de famille. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre parcours, votre rôle au quotidien au sein de cette structure ? Oui, alors donc moi je suis donc chez Habitat Humanisme depuis 16 ans. Donc j'ai fait l'ouverture de la pension de famille de Marguerite et celle de Nîmes, puisque dans le Gard nous gérons 3 pensions de famille. Alors j'ai 2 grosses parties dans ma carrière, dans mon parcours professionnel. Pendant environ 15 ans, j'étais directrice commerciale, donc rien à voir et encore que avec le sujet. Et donc depuis environ 20-25 ans, j'ai bifurqué dans le social. J'étais intervenante au SAMU social, j'étais responsable du SAMU social de Nîmes. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les gens de la rue, dans une extrême précarité. Ensuite, j'ai travaillé sur un accueil du jour SDF. Et puis, donc, je suis arrivée chez Habitat Humanisme. Alors, je dis quelquefois en souriant à mes résidents que j'ai suivi un peu le même parcours qu'eux, de la rue au logement. Voilà un petit peu mon parcours. Avec Lucas Vigroux qui nous demande accueillez-vous des personnes qui passent de la rue à votre pension de famille ? Alors, ce n'est pas la majorité, puisque dans le projet des pensions de famille, il était indiqué que les personnes avaient déjà fait tout un cheminement dans leur parcours. Donc, plus des personnes qui sont orientées par des CHRS ou qui ont déjà eu des parcours de soins. Mais il arrive effectivement qu'on ait eu quelques personnes qui arrivaient directement de la rue. D'accord. Merci. Océane Champion qui demande quelle est votre formation initiale ? À vous, hôte responsable. Alors, moi, je n'ai pas de diplôme d'État, donc je suis vraiment plus issue du terrain. Et ensuite, j'ai fait plusieurs formations certifiantes, pas diplômantes, donc sur l'accompagnement social, sur les techniques d'écoute. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était écoute, communication bienveillante, voilà. Mais ma formation, c'est surtout une formation terrain. D'accord, merci. Alors, il y a une autre question, mais ça concerne justement le profil des résidents. Comment les appelle-t-on ? Pensionnaires, résidents ? Est-ce qu'il y a un terme Alors, nous, sur notre pension de famille, on les appelle résidents. Vous me demandiez un peu quel était le rôle des hôtes. Oui. Alors, j'ai toujours un peu en plaisantant qu'on est un peu les MacGyver, parce qu'il faut une très grande polyvalence. En fait, dans le projet des pensions de famille, il y a 3 grands volets. Il y a le logement, l'accompagnement individuel et l'animation. Donc, on voit que déjà, il faut un grand éventail de polyvalence. Donc, si on prend chaque volet à la fois, le logement, donc on a la gestion des bâtiments, l'entretien, faire les travaux quand il y a besoin, remettre les appartements en état quand il y a des sorties, donc tout ce qui est un peu locatif. On gère aussi les impayés quand il y en a, tout le volet financier. Sur l'accompagnement, donc on travaille de l'accompagnement individuel qui est très importante avec beaucoup de parties d'écoute. Donc ça peut être, on tente de travailler un projet personnel, même si humble soit-il. On n'a pas, donc ça peut être de l'accompagnement vers le soin, vers l'accompagnement vers le travail quand c'est possible, vers de l'occupationnel, enfin voilà, du réapprentissage à vivre déjà dans le logement, puisqu'on a des personnes qui ont été tenues loin du logement et pour qui les choses les plus basiques sont un peu effacées. Donc, on est aussi sur du réapprentissage, la gestion de budget, de la gestion, comment gérer son alimentation, voilà, tout ce qui peut être accompagnement au quotidien.
un rôle d'orientation aussi vers des services de soins, des services administratifs, des services de loisirs, enfin voilà, aussi un grand éventail. Et puis ensuite, tout ce qui est animation de la maison, puisque dans les pensions de famille, il y a tout ce vivre ensemble, donc à travers des activités, des repas collectifs, des sorties, vraiment reprendre pied dans la vie quand même. Et vous êtes toute seule pour faire tout ça? Alors, moi, sur la pension de famille de Marguerite, donc j'ai une collègue qui est là à mi-temps, qui est CESF, mais dans la plupart des pensions de famille, il y a deux autres en général qui se partagent le travail. Ok, donc ce qui rejoint la question d'Hélène Prévost, je pense combien y a-t-il de professionnels gérant ces 3 volets et leurs fonctions? Là, pour 2 personnes. 2 personnes, et après, il peut y avoir des intervenants extérieurs. Des animateurs. Voilà, des animateurs ou des intervenants rémunérés sur certaines activités, et aussi des bénévoles qui interviennent sur les temps d'animation. Je voulais que vous me disiez, que vous nous parliez un petit peu plus, et ça va recouper certaines questions, du public qui réside dans vos pensions de famille, et notamment savoir si les statistiques que Rémi nous a présentées correspondent au public que vous accompagnez. Vous avez déjà donné quelques éléments, mais par rapport à l'âge, par rapport au parcours, par rapport à la mixité également? Oui, alors tout à fait, je me retrouve tout à fait dans les chiffres que Rémi a donnés tout à l'heure. Nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a un peu plus de femmes que d'hommes sur la pension de famille de Marguerite. Ça a vraiment été l'un de nos travaux d'essayer d'équilibrer justement, puisqu'il y a une période où on n'avait quasiment que des hommes et que la mixité homme-femme apporte aussi une autre dynamique. Donc actuellement, nous, on a 22 logements. J'en ai 2 qui sont libres parce qu'on a eu des sorties. Mais donc, on a aujourd'hui 11 femmes sur la structure pour 9 hommes. Au niveau de la moyenne d'âge, on est tout à fait dans la moyenne d'âge, entre 50 et 60. Pour les revenus, beaucoup de bénéficiaires de la hache, effectivement. Au niveau des orientations, moi, je mettrais un petit bémol puisqu'on a beaucoup d'orientations du médical, en fait. Beaucoup plus de sorties d'hospitalisation, de centres de cure et d'appartements thérapeutiques. Sylviane va nous retracer, donc du coup une femme résidente de Louré-Cantou, va nous retracer son parcours de vie au travers de ce nouvel extrait sonore. J'entends couler le café et je pense. Tellement de choses se bousculent dans ma tête. Je ne sais par où commencer. Tout se mélange, le lieu où j'ai vécu, enfant, famille nombreuse, toujours en effervescence. C'est fatigant. Je recherche le calme de ma chambre, où je peux penser, rêver, lire, écrire. Tout se mélange. Le site où j'ai pris les photos de mon mariage, c'est magnifique. L'avenir va être serein. Tout se mélange, l'appartement dans lequel je vis seule, la réalité du divorce. Au revoir l'avenir serein, place à la réalité. Tout se mélange, longues années de travail pénible, de soucis, de solitude. La création de ma micro-entreprise, le crash boursier, 3 ans après, la maladie ratée, encore une fois. Il faut fermer. Tout se mélange, le combat, survivre, encore la maladie, l'avenir incertain, les factures, l'assistante sociale. Tout se mélange, studio en vue, social, pension de famille, Marguerite, le village, Anita, Marianne, l'accueil, super, le bout du tunnel, presque. Tout se mélange, un toit sur la tête, le repos de l'âme, beaucoup de réflexions, encore la maladie, toujours se battre. Tout se mélange. J'aimerais dire que tout s'éclaircit, mais encore un long chemin pour atteindre la sérénité, pour voir vivre chez moi et dire que tout va bien. Sylviane.
Oui, alors Sylviane, elle a multiplié les épreuves, on va dire, hein, puisque il y a eu un problème social, un divorce, voilà. Après, elle a créé son entreprise, ça n'a pas fonctionné, et surtout des problèmes de santé aussi. Et vraiment, la pension de famille lui a permis de se poser, de reprendre confiance, et voilà, elle est chez nous depuis quelques années maintenant. Elle en a encore besoin. Donc, c'est quelqu'un qui a repris goût à beaucoup de choses, hein, qui est très dynamique sur la structure. Alors, pour nous, la pension de famille, c'est vraiment de recréer du lien social, de rompre l'isolement, parce que les personnes qu'on accueille sont vraiment, ont très peu de familles ou de familles présentes en tout cas, peu de contact avec l'extérieur, hein. Ils ont énormément perdu confiance en eux, vraiment une estime de soi très, très basse. Donc, le projet de la pension de famille, c'est ça aussi, c'est de reprendre confiance en soi, de redécouvrir que malgré les difficultés, il peut se passer encore plein de belles choses, de réapprendre aussi à vivre avec les autres, hein, parce que quand on était dans la galère, effectivement, on est en mode survie et tout ce qui est lien social, c'est vraiment oublié. Enfin, pour moi, vraiment, les pensions de famille, c'est vraiment un super projet. Je suis très attachée à ce projet parce qu'on y retrouve un peu tout. Il y a le logement, quand on veut être tranquille, on mène sa vie, on est chez soi. Quand on a un coup de blues, on peut descendre sur les parties collectives. Il y a toujours quelqu'un. On peut discuter, on peut échanger, on peut faire des choses ensemble. Et puis, au travers de toutes les animations mises en place, on se découvre aussi des compétences qu'on avait oubliées, qu'on ne savait pas qu'on avait. Et on reprend, alors ça peut paraître un peu utopique de dire ça, mais c'est aussi de reprendre pied dans la vie, de reprendre goût un peu à tout ça, et de se dire qu'il y a des possibles, et puis qu'on est capable de. Hein, et ça, je trouve, on a de très beaux exemples où voilà, on sent que nos résidents sont épanouis, se sont découverts des possibilités, ils reprennent confiance. Et ça, je trouve que c'est vraiment le très beau côté des pensions de famille. Et puis de faire ensemble, hein, de ne pas rester seul. Selon les profils, les personnalités, j'imagine que justement cet isolement est plus ou moins rompu rapidement. Est-ce que ça se passe toujours bien ou est-ce qu'il y a des exemples de personnes pour lesquelles ça n'est pas possible? Alors, en général, ça se passe bien, mais voilà, tout n'est pas rose, hein, et puis, il faut surtout prendre du temps. Ce qui est clair, c'est que lors des entretiens d'admission, on explique bien le projet, hein, pour que les personnes soient bien au courant du fonctionnement de la pension de famille, et donc avec ces trois volets, hein, qu'on citait tout à l'heure. Après, ça peut prendre parfois du temps, hein. Plus on a été éloigné du logement et des autres, effectivement, c'est plus difficile de revenir. Donc, il y a tout un travail il faut s'apprivoiser un peu, il faut se connaître, il faut faire connaissance, il faut se faire confiance. C'est souvent un bon biais pour pouvoir reprendre confiance et rentrer en contact avec les autres. De faire ensemble, déjà, ça permet de recréer du lien. Petit à petit. Petit à petit, oui, il faut être très patient et laisser le temps à chacun. Hein, on n'est pas, voilà. Et c'est aussi le confort de la pension de famille, c'est que comme justement il n'y a pas de délai de prise en charge, on n'a pas cette épée de Damoclès et de résultats et de temporisation. Donc ça aussi, c'est confortable pour nos résidents. Alors, nous, là où je suis un peu sensible, c'est qu'on se rend compte qu'à mesure des années, on tend de plus en plus à devenir un établissement médico-social de par les orientations. Ma crainte, c'est qu'on ne soit pas forcément tout le temps en capacité de gérer toutes ces situations. Donc, je pense qu'il y a certainement une réflexion là à mener, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a beaucoup d'orientation du médical et que, effectivement, on n'est pas forcément pourvu pour répondre à ces questionnements-là. Alors, même si on s'entoure de partenaires, qu'on a
des contrats de partenariat avec l'équipe mobile de psychiatrie, avec l'Exapa, etc. Voilà, on tend vraiment plus vers ce côté médical qui n'est pas forcément, qui n'était pas initialement le projet. Sur le versant médical, est-ce que j'ai lu dans un document relatif aux pensions de famille qu'il pouvait être difficile de trouver des médecins traitants du fait des déserts médicaux qu'on connaît. Et donc, j'imagine que vous y êtes particulièrement sensible puisque vous avez un grand besoin de médecins traitants et d'accompagnement particulier, notamment psychologique, avec vos résidents. Oui, alors ça fait aussi partie de nos préoccupations, puisque sur notre commune, on avait 2 médecins qui étaient proches de chez nous et à qui on avait un excellent partenariat, mais qui sont des médecins vieillissants et qui vont bientôt arrêter leur activité et sans qu'il y ait de repreneurs, entre guillemets, de prévus. Et oui, ça va être une réelle difficulté pour orienter nos résidents. C'est sûr. Parce que là, il y avait la proximité, il y avait aussi la connaissance du public des pensions de famille, puisqu'au bout de 14 ans, ces médecins avaient une sensibilité aussi pour notre public. Donc, c'était très facilitant. Ils acceptaient de se déplacer, de prendre parfois des rendez-vous en urgence au titre de ce partenariat un peu particulier. Et c'est vrai que si on perd ce partenariat-là, ça va être compliqué. Vous avez d'autres partenariats avec d'autres professionnels ou structures locales, d'autres types médicaux? Oui, alors comme on l'a cité, on travaille avec l'Exapa, donc avec la dictologie, avec l'équipe mobile de psychiatrie, avec aussi des cliniques environnantes. L'année dernière, on avait mis en place une permanence d'un psychologue aussi, parce qu'on avait un peu des difficultés à pouvoir orienter nos résidents vers les CMP et autres qui étaient saturés. Donc, on a beaucoup de partenariats qu'on a créés au cours des années et c'est vraiment précieux. Parce qu'on travaille effectivement beaucoup la santé, de par les problématiques des personnes qu'on accueille et qui sont parfois identifiées dès le départ, mais aussi le fait d'être accompagné. On voit que quand on est dans la survie, on a laissé beaucoup de problématiques santé sur le côté. Le fait d'être posé et d'être accompagné, on découvre aussi d'autres pathologies, d'autres maladies qui étaient sous-jacentes et qui vont être prises en compte. Partenariat médical et éventuellement aussi, ou paramédical en tout cas, avec des pharmacies pour… Oui, pareil. Alors, l'avantage aussi, que nous, on est quand même dans une petite commune. La pharmacie est au bout de la rue. Donc, voilà, on a aussi des liens. Dès l'installation de la pension, on avait fait un peu le tour de la commune pour se présenter, pour expliquer quels étaient nos projets. On a senti chez certains plus d'intérêt, on va dire, plus de facilité à travailler ensemble. Et oui, ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi une équipe d'infirmiers libéraux qui passe chaque jour pour la délivrance et l'observance des traitements. Voilà, on a un gros étayage, parce que bien sûr, à 2, on ne pourrait pas tout faire et on n'aurait pas toutes les compétences, bien sûr. Et à propos d'accompagnement justement et d'observance et d'intervention, se joue la question de l'autonomie dans la prise en charge des résidents. Où est-ce que vous mettez la barre? Parce que c'est laissé à l'appréciation de chaque pension de famille et de chaque hôte, non? J'ai l'impression que les systèmes sont assez différents et que certains sont plus interventionnistes quand d'autres les laissent complètement se gérer eux-mêmes avec les difficultés qu'il peut y avoir pour des publics qui ont besoin d'aide et d'accompagnement. Oui, alors ça, c'est toujours la grande question, effectivement. C'est où sont les limites et qu'est-ce qu'on entend par autonomie. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement faire avec. Donc, évidemment, la bonne pratique, c'est celle-là. Mais on se rend compte qu'à mesure du temps, comme on l'a cité, avec des problématiques lourdes, on est de plus en plus présent et avec des personnes qui sont en perte d'autonomie. On a aussi des personnes qui restent plusieurs années donc, sur la pension de famille et qui, en vieillissant, perdent aussi de l'autonomie. Et donc, il y a tout un travail aussi d'accompagnement différent à faire sur un public vieillissant et parfois avec les maladies liées aussi à la vieillesse.
Je vois tout de suite cette question d'Adéa Nussbaum, donc je la retranscris. Je vous assure que je reprendrai toutes les autres avant. J'ai vu qu'elles étaient nombreuses, mais là, elles se prêtent particulièrement au sujet. Sur la question du vieillissement des personnes, comment accompagnez-vous la perte d'autonomie? Du coup, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ou... Alors, souvent, on est obligé de mettre des services à la personne en place, hein, évidemment, avec des aides ménagères, avec des portages de repas, etc. Et puis, en fonction de, ça dépend aussi des personnes. C'est des personnes qui souhaitent vraiment rester le plus longtemps possible sur la pension de famille. Donc là aussi, où est la limite? On essaie de ne pas les mettre en danger, en tout cas. D'avoir vraiment un étayage autour de la personne et après, effectivement, on travaille des orientations vers des EHPAD quand ça devient nécessaire, hein, où on a aussi accompagné des personnes jusqu'à la fin de leur vie quand cela était possible de les garder sur la structure. Ok, je vous remercie. On va écouter un troisième extrait. Ce nouvel extrait, avant de vous entendre parler justement de cet atelier d'écriture, puisque c'est dans ce cadre qu'ils ont été réalisés. Alors collectivement, les résidents nous disent ce à quoi ils veulent pouvoir renoncer et ce à quoi ils aspirent. J'en ai marre de ma vie, je suis fatiguée. J'en ai marre des poussières, des saletés. J'en ai marre de me souvenir du passé. J'en ai marre de subir les ragots. J'en ai marre de ne pas pouvoir faire de sport. J'en ai marre de cette foutue guitare. J'en ai marre, je voudrais bien sortir de ce tunnel, des conflits. J'en ai marre de cette grotte. Ici, chez moi, il y a la climatisation. Chez moi, il fait bon vivre. Chez moi, on pleure, on rit, on danse. Chez moi, c'est où ? Chez moi, je suis des règles qui ne sont pas claires. Ce sont les miennes, mon rythme intime. Chez moi, mon petit coin de paradis. Je suis heureux. Chez moi, je retrouve mon lit pour reposer mon dos. Chez moi, je suis heureuse. Chez moi, c'est grain et lumineux. Mon sapin sent bon le Noël. Voilà, et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet atelier d'écriture que vous avez organisé en juillet 2023? Oui, donc ça rentre dans le cadre des animations hein, qu'on travaille avec les résidents. Nous avions déjà fait un atelier d'écriture l'année dernière dans le cadre d'une résidence d'artistes avec les ateliers Médicis. Et puis, les résidents avaient envie d'écrire à nouveau. Alors, au début, c'était très compliqué parce que dès qu'on parle d'écriture, on associe beaucoup l'orthographe, en fait. Donc, il faut déjà dédramatiser un peu tout ça. Et, donc, on a fait un atelier en 2003 pendant 3 semaines, donc pendant l'été, où on s'est réunis tous les jours avec un intervenant donc, qui est un jeune auteur et imprimeur donc de la région nîmoise. Et on a choisi comme thème le logement, puisque voilà, ça leur parlait. Donc, d'où les extraits que vous avez pu entendre. Donc, on a environ 13 personnes sur les 22 qui ont participé. Donc, c'était un travail soutenu, puisque bon, il y avait la régularité déjà, il fallait venir tous les jours, se lever, avoir un rythme. Donc, dans tout ce qu'on fait en animation, il y a aussi tout ce que ça peut amener au niveau vie de tous les jours. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, donc, on est allé aussi dans l'imprimerie à l'ancienne de cet intervenant. Donc, ils ont pu voir les machines, utiliser les caractères, voilà, vraiment composer des textes. Ensuite, on a fait des affiches et pour finaliser un peu tout ça, on est allé enregistrer les textes dans un studio d'enregistrement. Donc, c'était une très, très belle expérience. Ils sont ravis d'avoir franchi le pas parce que pour certains, c'était très difficile, alors déjà d'écrire et en plus après d'aller dans le studio et de lire, c'était encore plus compliqué. Et voilà, on les a encouragés, on les a soutenus et aujourd'hui, ils ont beaucoup de fierté d'avoir pu éditer leur livre et d'avoir une bande son. C'était vraiment une très, très belle expérience. Je vois ça et très complète entre le studio d'enregistrement,
l'impression du livret, et les ateliers d'écriture, évidemment, pour commencer. Les animations, c'est une part importante de la vie de la pension de famille. Alors, bien sûr, il y a les repas collectifs, donc qui rassemblent. Nous, on se rassemble au minimum une fois par semaine. Donc, l'idée, c'est de cuisiner ensemble, d'établir un menu, de cuisiner. Donc, là aussi, on fait tout un petit travail pédagogique, on va dire, en utilisant des légumes de saison, en regardant les prix. Enfin, il y a tout un travail autour du repas. Il y a évidemment l'aspect convivial. Et puis après, il y a des ateliers, on fait des ateliers bien-être, où on fait des soins du visage. On a installé 2 ruches sur la pension de famille, donc on a des résidents qui sont allés en formation chez des apiculteurs. On fait du jardin, donc de l'écriture, de la photo. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans la maison. Il y a des sorties aussi, on va à la mer, à la campagne. Donc ça aussi, on va une fois par an dans une thalassothérapie là, Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc tout ça, c'est un aspect très ludique, mais en même temps, on voit que ça leur demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut dépasser aussi la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas savoir, de mal faire. Donc ça rentre aussi dans le travail d'accompagnement finalement. Bien sûr. Merci pour ces précisions. Alors, avant de relayer toutes vos questions, je vais vous passer un dernier extrait. C'est une lettre ouverte dans laquelle Pascal évoque son parcours, ses espoirs et son état d'esprit, qui est intitulé « Ce mur, je le franchirai ». Je sais maintenant comment écrire ces mots que l'on trouvait beaux. Je sais qu'il me faut franchir ce mur qui me semble haut. Je fais confiance à l'avenir où je sais il y aura le plus beau. Tu vois, grâce à toi, ton énergie, je reprends peu à peu goût à la vie. Et moi, je suis assez forte pour y arriver. Je le sais. Ce mur, je le franchirai. Les obstacles, je les tomberai. Tu m'as toujours dit que j'ai un caractère fort et je le prouverai à moi et à toi. En écrivant tout ça, les souvenirs remontent. Je sais que c'est un mal pour un bien. Grâce à tout ça, je vivrai mieux et heureuse. Aujourd'hui, je veux juste avancer, continuer à y arriver. On m'a dit qu'il fallait que j'écrive à propos de ça. Maintenant, je sais, j'ai envie de la chanter, ma vie, mon futur, la musique, du soleil, des fleurs, des fous rires. C'est moi qui reprends vie. Ce jardin est le mien et je m'y sens bien. Ce soir, en ouvrant la fenêtre, le ciel sera encore bleu. Je profiterai de ce moment pleinement. Pascal. Voilà pour ce dernier extrait que nous a sélectionné Rémi. Et je reviens sur vos questions. Alors, par ordre d'apparition, toutes les pensions de famille accueillent tout accueille des personnes seules ou il peut y avoir des couples? Alors, il y a certaines pensions de famille qui peuvent accepter des couples. Il y a même des pensions de famille où il y a des enfants, mais pas chez nous dans le Gard en tout cas. D'accord, merci. C'est une question de Caroline Sabre et qui pose donc une autre question. Les personnes sont-elles libres d'accueillir qui elles le souhaitent à leur domicile ou est-ce que c'est réglementé? Alors oui, on est sur un projet logement, donc évidemment, ils peuvent recevoir des visites. La seule chose qui est posée dans le règlement intérieur, c'est qu'à partir de 22h, il ne doit pas y avoir de visiteurs, sauf si on est averti, entre guillemets. On ne l'avait pas mis au début, mais on s'est rendu compte que pour les personnes qui venaient de la rue, il y avait des dangers de squattage, on va dire, en gros. Donc, on a mis un peu cette ligne, mais évidemment qu'on applique avec beaucoup de souplesse. Ok. Une question de Lucas Vigroux, mais je rappelle sa première question parce que je pense que c'était dans la continuité quand il demandait « Accueillez-vous des personnes qui passent de la rue à votre pension de famille ?» Et il ajoutait après « L'objectif n'est-il pas de se diriger vers le logement d'abord, donc le plus rapidement possible de la rue au logement, quitte à ce qu'une mesure de CHRS hors les murs soit prescrite ?» Alors, nous, on n'a pas eu ce genre de demande, en tout cas, de CHRS hors mur, en tout cas pas sur la pension de famille.
Après, nous, toutes les orientations sont faites par le SIAO. Donc, c'est au niveau du SIAO où, en fait, déjà, il y a une première sélection qui est faite. Ok. Sans parler justement de capacité à habiter, entre guillemets, ajoutait-il. La capacité à habiter, nous, on a eu des personnes qui arrivaient de la rue ou qui en étaient pas très loin. Ça fait partie aussi de notre mission de réapprendre à habiter. Donc, effectivement, nous, on a accueilli une dame qui est restée longtemps à la rue et quand elle est arrivée chez nous, elle était incapable de dormir dans son lit. Elle sortait son matelas, elle le mettait dans le jardin la nuit parce qu'elle étouffait. Donc, voilà, on peut aussi... mais après, il faut qu'il y ait une mixité. Donc, on ne pourrait pas avoir ce genre de profil multiplié sur la structure, parce que ça demande vraiment un autre travail d'accompagnement aussi, et que ça renvoie aussi des choses aux personnes qui sont là. Sur la pension de famille, on a quand même des collectifs qui sont très fragiles, donc on voit que certains comportements peuvent impacter la sécurité des autres. Donc, il faut aussi qu'on soit très vigilant au bien-être de tous. Donc, c'est un savant mélange. Moi, je dois dire que je vous fais une remarque personnelle, mais je dois dire que je suis assez stupéfaite par le fait que vous soyez si peu nombreux à gérer toutes ces questions au sein de la pension de famille. Je veux dire, il faut penser à tout et c'est des questions assez complexes. Voilà, je ferme la parenthèse. Héloïse Rousseau demande, y a-t-il des conditions de ressources pour accéder aux pensions de famille ? Oui, alors ce sont les minima sociaux et il peut y avoir un léger débord, mais minima sociaux. Et en tout cas, il faut avoir des revenus puisque si on est sur un projet logement et donc il y a une redevance dont il faut s'acquitter. Ok. Et pour les jeunes qui ne bénéficieraient pas de... Alors, s'il n'y a pas du tout de revenus, malheureusement, alors que ça serait un beau projet aussi pour eux, mais s'il n'y a pas de revenus, on ne peut pas les accueillir. J'entendais les jeunes moins de 25 ans, mais vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Sauf s'il y a des AGM, des choses comme ça, mais sinon, c'est compliqué. Audrey Fournier dit bonjour. Pour notre part, dans notre association de l'UDAF, nous avons 5 pensions de famille et nous avons 2 profils de professionnels, une gouvernante et une coordinatrice sociale. Hervé Legrand posait une question, mais Rémi, je pense, lui a répondu, mais je la reformule quand même à l'oral, ne serait-ce que pour le replay, l'enregistrement derrière. Merci pour toutes vos interventions, donc Hervé Legrand de l'INSEE, sur ce service que je ne connaissais pas. Une question peut-être plus pour Rémi. J'ai noté que les pensions offrent 1600 places et bientôt 2500 qui permettent un retour vers le logement. Quel est le nombre de places en CHRS en Occitanie et plus largement, à combien estime-t-on le nombre de personnes sans domicile en Occitanie? Et je descends puisque Rémi a apporté la réponse. Début 2023, l'Occitanie comptait plus de 7400 places d'hébergement, CHRS et autres. Voilà pour cette précision. Jessica Girard demande, avez-vous un règlement intérieur signé à l'entrée? Oui, tout à fait. Intérieur que l'on doit signer à l'entrée, j'entends, j'imagine. Voilà, tout à fait. Il y a un règlement intérieur, comme surtout collectif, qui est quand même assez léger, mais qui rappelle quelques règles de fonctionnement. D'accord. Cindy Gabaston, vous posez des questions auxquelles vous avez déjà apporté des réponses. Merci madame. Stéphane Sanchez, comment gérez-vous au quotidien les problématiques d'addiction? Alors, ça c'est vaste problème. J'allais dire on fait comme on peut. On essaie évidemment de réorienter vers le soin. Mais l'addiction, c'est vraiment, c'est très compliqué à gérer. Et puis, ça a souvent un phénomène d'entraînement aussi. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup aussi sur la mixité des situations. Parce que si on a une majorité de personnes qui sont dans l'addiction, évidemment, on voit bien qu'il peut y avoir rapidement un phénomène d'entraînement. Donc, on travaille avec les médecins traitants, avec les XAPA et on essaie d'initier des séjours de cure et de post-cure.
Et puis, un gros travail, évidemment, avec les personnes concernées, sur de l'écoute, d'orientation aussi, souvent vers des psychologues, enfin vraiment tout un étayage autour. Hein. Et puis aussi de voir à ce que ça ne perturbe pas la sécurité et le calme des autres résidents. Donc, ça, c'est plus compliqué. Océane Champion vous demande quels sont vos horaires de présence. On se demande, oui. Est-ce qu'il faut que je les dise vraiment? Au vendredi, de 9h à 18h, en gros. Du lundi au vendredi, je ne serai pas à 18h. Ok. Cindy Gabaston demande, suite aux orientations du SIAO, avez-vous une commission interne sur l'analyse des candidatures? Oui, tout à fait. Donc, on étudie les dossiers, on reçoit les candidats en entretien et ensuite, on a donc une commission interne où on expose les situations et on détermine les personnes qui rentrent dans la pension de famille. D'accord. Elle demande également, il manque un mot, mais je pense que je vais le trouver. Ça devrait être demandez-vous un trousseau à fournir avant l'entrée. Un trousseau, je ne sais pas de quel ordre. Alors, nous, les studios sont entièrement meublés et équipés. Donc, les personnes peuvent arriver juste avec les 2-3 effets qu'ils ont, ce qui est assez souvent le cas. Voilà. Donc, quand ils arrivent, ils ont déjà de quoi vivre. Après, ils peuvent évidemment amener des choses s'ils en ont. Mais déjà, il y a de quoi se faire à manger. Il y a de la vaisselle, il y a du linge de literie. Voilà. Voilà, elle pensait plus précisément au linge de maison et aux ustensiles de cuisine. Voilà, il y a tout pour se faire à manger, il y a de la vaisselle, il y a quelques ustensiles de cuisine, du linge de maison. Les appartements donc ont tous une petite kitchenette, une salle de bain avec douche. Il y a la climatisation et la résidence est sécurisée, on a des interphones, donc ce sont des logements de bonne qualité. On a un cadre de vie qui est très agréable, on a un patio, on a un petit jardin. Franchement, c'est de beaux logements. Et dès que quelqu'un sort, on remet à neuf, on remet au propre à chaque fois. Virginie Matteoni vous demande, qu'en est-il de la participation des personnes au fonctionnement de la structure? Existe-t-il une instance de participation? Quel en est l'objet et ses modalités de fonctionnement, le cas échéant? Oui, alors déjà tous les mois, il y a une réunion qu'on appelle comité de résidents, qui peut être où participent donc tous les résidents et les salariés et un bénévole référent de l'association. Donc on détermine, la première partie de cette réunion, c'est un peu sur le fonctionnement, tout ce qui va pas, où on peut aussi faire de la médiation, régler un peu les conflits entre les uns et les autres. La deuxième partie, c'est tout ce qui est animation et organisation. Nous, on a fait le choix d'avoir ce qu'on appelle des personnes de semaine. Donc, chaque résident à tour de rôle est chargé d'entretenir la tisanerie, le salon et surtout d'ouvrir et de fermer les portes. Alors, on a trouvé que c'était intéressant et c'est vrai qu'ils apprécient beaucoup parce que ça les responsabilise. On a eu des résidents quelquefois qui nous disaient « Oh, tu me laisses les clés » comme si c'était les clés du château. Et ça, c'est aussi intéressant. Donc, on a ce système avec un système de planning, en fait. Pour les plus fragiles, pour ceux qui ont le plus de difficultés, on les fait travailler en binôme aussi. Donc, ça permet de créer des liens et de la solidarité entre eux. Donc, en fait, c'est de l'entretien courant et puis, d'ouvrir les portes le matin, de les refermer le soir. D'accord. Toutes les pensions de famille doivent-elles respecter un cahier des charges au niveau national? Y a-t-il un règlement intérieur propre à chacune des pensions de famille en complément? Alors oui, bien sûr, il y a la circulaire de décembre 2002 de mémoire, donc qui nous donne les grands axes de notre fonctionnement. Après, le projet social, évidemment, la base est la même pour toutes les pensions de famille, mais il peut y avoir quelques aménagements en fonction des associations et des affinités de chacun. Et le règlement intérieur, il est quand même propre à chaque établissement. D'accord. Sur la question de la participation, je reviens.
un doute sur l'interprétation aussi de la question. Est-ce que là, vous nous parliez de la participation des personnes au fonctionnement de la structure, mais est-ce qu'il y a également une instance de participation dans le sens participation citoyenne depuis la création, je ne sais pas, la réflexion sur les activités, sur les... Oui, voilà, tout ça, ça se décide dans le comité de résidents. Hein, tous les projets de la maison, que ce soit les animations, les sorties ou des points de fonctionnement, sont toujours discutés en comité de résidents. Et on peut, sur des sujets, par exemple, le règlement intérieur, on l'a retravaillé, parce que bon, il avait quand même 14 ans depuis l'ouverture, on l'a retravaillé avec les résidents. Donc, on a fait une petite commission, en fait. Donc, sont venus les résidents qui voulaient. Là, on retravaille notre livret d'accueil aussi. Donc, c'est un travail qu'on mène avec les résidents. Okay. Toujours. Ouais. On essaie de les associer le plus possible. À toutes les étapes. À toutes les étapes. Ok. Elika Attari demandait, est-ce que les aides au logement peuvent être demandées par les pensionnaires pour payer la redevance? Oui, tout à fait. Donc, en plus, on est une résidence sociale accompagnée, donc qui peuvent bénéficier d'APL majorés. Donc, tous les résidents bénéficient d'APL. Virginie Matteoni demande en lien avec la question des addictions. La consommation d'alcool est-elle autorisée sur la pension de famille? Avez-vous initié un travail sur l'approche en réduction des risques? Alors, la consommation d'alcool est tolérée, oui, bien sûr, de fait, puisqu'on est sur un projet logement. Donc, de toute façon, on ne peut absolument rien interdire. Hein. Quand les résidents sont chez eux, c'est comme nous, ils font bien ce qu'ils veulent. Où on a mis dans le règlement intérieur, par contre, c'est pas d'alcool sur le collectif, hein, sur les pièces communes. Et on travaille donc avec le XAPA sur la réduction de risque. Hein. Ils viennent régulièrement faire des réunions d'information et assurer des suivis. Hélène Pruvot demande, y a-t-il présence de professionnels la nuit et le week-end? Du lundi au vendredi. Par contre, il y a un numéro de téléphone d'urgence où ils peuvent nous contacter s'il y a des difficultés. D'accord. Cindy Gavaston ajoutait sur la question du trousseau, hein, elle disait « Entendu, merci, car dans les Hautes-Pyrénées, il est demandé aux futurs locataires un trousseau, linge de maison, ustensiles de cuisine, la liste n'est pas exhaustive, et une caution plus un premier mois de loyer. » Voilà pour son témoignage. Hélène Pruvot demande question concernant le budget d'une pension de famille, hein, financement, etc. Alors, on a deux financements. Donc, sur le locatif, ce sont les redevances hein, qui couvrent l'investissement en logement. Et ensuite, on a un financement donc, de 19,50 € par jour et par personne. Ok. Stéphane Sanchez demande, avez-vous instauré une participation financière pour les repas collectifs, sorties, etc. Si oui, de combien et comment? Est-ce que c'est par prélèvement? Est-ce que c'est un dérèglement? Alors, il n'y a pas de participation financière sur les activités. C'est pris en charge donc, par le budget de fonctionnement d'animation de l'association. Il arrive parfois qu'on demande des participations. C'est essentiellement sur les séjours vacances, puisque là, effectivement, ça a un coût et qu'on pense aussi que c'est bien de les rendre acteurs. Hein. Donc là, on travaille une espèce d'épargne sur quelques mois et c'est quand même très symbolique. Hein. Peut-être juste pour vous donner un exemple, parce que c'est certainement la seule fois que ça arrivera dans ma carrière, où on a un résident qui a quitté la pension de famille au bout de 3 ans en ayant un CDI et en devenant propriétaire de son logement. Donc ça, c'était une expérience vraiment très forte hein, et ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi aux résidents de voir qu'il y a des possibles et des beaux possibles. Oui, aux résidents, à lui-même évidemment, le premier concerné, à tous les résidents et à vous-même qui... Voilà. Bon, après, je pense que c'est un peu l'exception, hein, mais ça mérite quand même d'être cité du coup. Bon, c'est un témoignage. Un grand merci pour cette visio très instructive, avec une très grande prise en compte de l'humain et des besoins et du rythme de chacun, un beau projet. Voilà, on va conclure avec ça. Merci à vous, Madame Pruvot, de ce message.
Et donc, merci surtout à Madame Anita de Knuit d'avoir bien voulu apporter son témoignage et nous avoir confié également l'enregistrement de l'atelier d'écriture qui est venu ponctuer nos échanges. Ce webinaire est à présent terminé. Je vous remercie infiniment à tous pour votre participation et toutes vos questions. Et nous serons heureux de vous retrouver très bientôt. Bon après-midi à toutes et tous. Merci, Madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.